Zone Europe sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zone Europe sur Radio Sensation et sur TV78. Après la Grèce, la Pologne, la Suède, les Pays-Bas et l'Allemagne, la dernière étape du projet Guira sur les initiatives vertes en zone rurale se déroule en France, dans les Yvelines. Le projet est soutenu par le programme Erasmus+. Plusieurs visites sont au programme. Zone Europe. Pour baisser notre consommation de gaz, une alternative existe, le bois. Nous visiterons une chaufferie biomasse. Donner une nouvelle vision à un quartier populaire pour qu'il devienne un écoquartier, nous vous emmènerons dans le quartier du Bel Air, à Saint-Germain. Une ferme proche de la ville, vous verrez que c'est possible. Depuis des siècles, la ferme de Galie nourrit les habitants à proximité. Enfin, nous rencontrerons Ségolène et Christian Huber, producteurs locaux d'huile de colza. Ils nous partageront leur expérience. Zone Europe sur Sensation. Le fioul, le gaz ont longtemps été la norme pour se chauffer, mais ce sont des énergies non renouvelables. Quelles alternatives alors? Le bois, la chaufferie biomasse d'Enerley, inaugurée le 7 juillet 2016, approvisionne donc le réseau de chauffage urbain de la ville de Saint-Germain-en-Laye. Sa particularité donc, elle utilise le bois comme énergie et du bois, il n'en manque pas ici puisque la commune est recouverte aux 3/4 par la forêt domaniale. Je suis avec Stéphane Cravero, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable de l'unité opérationnelle de la chaufferie et vous êtes avec Claude Bastian, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc référent biomasse. Claude Bastian, c'est quoi justement une chaufferie biomasse? Comment est-ce qu'on pourrait la définir? Alors, une chaufferie biomasse, c'est une chaufferie qui brûle des produits qui peuvent être soit agricoles, des amas de lin, de la paille, ou des produits du bois, donc des produits forestiers, ce qui est le cas ici. On peut aussi trouver des chaufferies biomasse qui recyclent du broyat d'élagage, du broyat de palettes et des bois d'emballage. Stéphane Cravero, on s'est longtemps chauffé au fioul et au gaz à Saint-Germain-en-Laye. Oui, on s'est longtemps chauffé au gaz, au fioul, et puis avant c'était le charbon. Et puis progressivement, la ville, donc depuis des décennies, est rentrée dans une politique de verdissement de son réseau de chaleur. Et puis donc du coup, on est passé en 2014-2015 avec cette chaufferie biomasse qui fait 6 MW et qui permet de faire au-delà de 50% de taux ENR, ce qui est assez notable. Et puis il y a 1 an et demi, on a complété cette énergie ENR par une géothermie. Donc c'est la ville qui progressivement verdit son réseau de plus en plus. Donc la géothermie, le bois, histoire d'être complet. Claude Bastian, le bois, on doit le brûler, j'imagine, pour créer de la chaleur. Quand on le brûle, ça crée du CO2. Donc en quoi est-ce que c'est plus vert de chauffer, d'utiliser le bois que le fioul ou le gaz? Alors effectivement, lorsqu'on brûle du bois, on crée du CO2, mais il faut savoir que ce CO2 passe dans un cycle de renouvellement et de captage. Il faut savoir aussi qu'on ne coupe pas de forêt pour brûler du bois. Ce sont des refus de houppiers, ce sont des connexes de scierie, donc ce qui ne peut pas être valorisé différemment et autrement, qui est brûlé dans ces chaufferies et donc qui est valorisé. Et donc ce bois, il est coupé uniquement dans une zone autour de Saint-Germain-en-Laye? Oui, tout à fait. Nous avons un rayon d'approvisionnement de 50 km maximum et dont une grande partie du bois brûlé ici provient de la commune et de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Tout à fait. Est-ce que c'est une alternative qui est particulièrement utilisée en France ou finalement Saint-Germain-en-Laye est une exception? Ah non, il y a à peu près 500 chaufferies au bois de toute taille en France, vraiment de toute taille. Donc beaucoup de réseaux de chaleur en France utilisent du bois, de la biomasse comme source principale ou comme appoint pour les apports de chaleur. Stéphane Cravero, pour finir, qui en bénéficie justement de cette chaufferie? On a dit donc la ville de Saint-Germain-en-Laye qui l'exploite, ce sont les habitants de Saint-Germain-en-Laye qui directement sont chauffés via le bois de la chaufferie? Oui, tout à fait. Donc on peut retrouver tout type d'abonnés. Donc il y a principalement des copropriétés. Donc c'est surtout de l'habitation. Il peut y avoir aussi des collectivités. Donc on a des lycées,
on a des gymnases, on a des collèges, on a des écoles. Il y a le centre technique administratif de la mairie qui est également raccordé. En fin de compte, il y a beaucoup d'abonnés qui bénéficient de cette chaleur ENR. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux avec plaisir d'avoir été avec nous. Et puis on écoute tout de suite une réaction d'une des délégations. Hello, my name is Aldona. I'm from Poland. I'm working at the Polish Robert Schuman Foundation. Bonjour, je m'appelle Aldona Kuleska et je viens de Pologne où je travaille à la Fondation Robert Schuman à Varsovie. How you do it, because as I heard, you are the one of there's no so many places like that. C'était vraiment intéressant pour moi d'être là aujourd'hui et de visiter cet endroit, de voir comment cela fonctionne, comment c'est géré, car d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme celui-ci à Paris ou en France en général. I've never seen in Poland, I've never seen it in other countries, so yeah, I think that you make. C'est un projet unique. Pour moi, c'est également important d'avoir ce genre d'informations, car je n'ai jamais rien vu de tel en Pologne ou dans d'autres pays. Oui, je pense que vous avez fait beaucoup de choses bien. Par ailleurs, j'ai appris que vous ne pratiquiez pas la déforestation pour les besoins du projet. Zone Europe sur Sensation. Et juste à côté de la chaufferie biomasse, on trouve un centre de valorisation thermique. Je suis avec Emmanuel Dosso. Bonjour. Enchanté, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc directeur des travaux chez SOR. Alors ici, comment est-ce qu'on valorise justement l'énergie ? Alors ici, on récupère l'eau dans un forage qu'on a créé et qui descend à peu près à entre 600 et 700 mètres, que vous voyez juste derrière vous. Et ce forage, on a l'eau qui ressort, qui entre à l'intérieur du bâtiment que vous voyez ici. L'eau, on y prélève des calories. Ces calories, on les injecte dans une pompe à chaleur. C'est l'équivalent d'un frigo inversé. Et on réinjecte ces calories qu'on a récupérées dans le réseau de chaleur de la ville de Saint-Germain pour réchauffer le réseau retour avant qu'il arrive à la chaufferie biomasse qui est juste derrière. Ensuite, l'eau dans laquelle on a prélevé les calories est une eau potable. Donc c'est une eau qu'on va réutiliser et qui va être injectée dans le système d'eau potable de la ville. Donc ça repart directement dans l'usine d'à côté où on va traiter autour d'une déferrisation avant sa réutilisation. Concrètement, au niveau énergétique, ça permet de gagner combien de... Alors au niveau énergétique, grosso modo, l'eau elle sort à 27 degrés ici. Et quand on y prélève des calories, quand elle ressort à 12 degrés. Elle repart à 12 degrés vers les réservoirs. Et donc on prélève la différence, c'est-à-dire à peu près 15 degrés de calories là-dessus. Et avec le retraitement des pompes à chaleur, on va réchauffer le réseau retour en général. Quand il arrive ce sont des équivalences, mais quand il arrive à 70 degrés, on peut le monter jusqu'à 75-80 degrés. Donc ça permet d'utiliser moins d'énergie dans la biomasse avec le bois de la chaufferie pour chauffer le réseau de chaleur. Alors ce centre de valorisation thermique, il est actif depuis 2021, si je ne me trompe pas. Il a démarré le Noël juste avant le 1er janvier 2021 et on était en service tout début 2021. Donc ça fait à peu près 1 an et demi qu'on fonctionne. Et ça fonctionne plutôt bien parce qu'on a eu quelques difficultés au départ à se mettre en phase sur le pilotage en tout cas, parce que c'est pour piloter les pompes à chaleur. Aujourd'hui, on pilote avec la demande de la biomasse et puis on a trouvé des modes de fonctionnement et aujourd'hui ça tourne quasiment tout seul. Merci beaucoup Emmanuel Dosso. Je rappelle donc que vous êtes directeur des travaux chez SOR et on écoute tout de suite une réaction d'une des délégations. Je m'appelle Theo André et je viens des Pays-Bas, de la région de la Frise. Je suis impressionné par ce que nous avons vu aujourd'hui. C'est vraiment un système très intéressant qui permet de créer de l'eau et de la chaleur pour la communauté locale. Cela a été créé d'une façon très intelligente, de même que le financement du projet. Une grande partie du projet appartient à la communauté. C'est une façon très intéressante de gérer l'énergie au niveau local. Zone Europe sur Sensation.
pour pouvoir redonner de l'allure au quartier de Bel Air, une ancienne ZUP, zone à urbaniser en priorité des années 70. La commune de Saint-Germain-en-Laye avait fait le choix de lancer donc ce quartier dans un processus d'éco-quartier. Aujourd'hui, donc, la Maison des Projets est un lieu qui accompagne cette démarche et les différents projets. Paul Joly, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjoint donc, de Saint-Germain-en-Laye, en charge notamment du logement, de l'inclusion et aussi de la ville de demain. Alors cet écoquartier du Bel Air, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son historique ? Alors son historique, c'est, je dirais, toute la politique de la ville depuis les années 50. Comme vous l'avez précisé, on est ici dans un quartier qui fait à peu près 47 hectares. Il y a environ un peu plus de 5000 habitants. Et dans ce quartier, on a l'originalité d'être la dernière ZUP d'Île-de-France, avec une construction d'ailleurs d'un architecte qui s'appelle Talibert, qui était l'architecte du Parc des Princes. Il devait avoir un peu trop de béton. Il est venu vider ses derniers camions ici sur le Bel Air. Enfin, tout ça pour dire que cette zone à urbaniser en priorité, aujourd'hui, c'est aussi des images un peu négatives qu'on peut voir dans différentes villes de France. Le quartier du Bel Air, c'est un quartier populaire avec beaucoup de logements sociaux et donc une mixité sociale importante. Et je dirais que cette mixité sociale, ça peut être vu comme effectivement quelque chose de contraignant ou plutôt comme une opportunité sociétale. Et c'est un peu le regard qu'on a posé. Et donc comment redorer l'image un petit peu de ce quartier du Bel Air, effacer un peu ces arrière-pensées derrière les zones à urbaniser en priorité qui sont arrêtées en 1973 avec le préfet Guichard. Ça a été l'idée, c'était de lancer une démarche de labellisation écoquartier. Alors c'est vrai que cette démarche de labellisation écoquartier, elle s'imagine plus sur des quartiers récents, des quartiers neufs, d'ailleurs sur des quartiers, je dirais, de 3, 4, 5 hectares. On a d'autres écoquartiers à Saint-Germain-en-Laye, par exemple Lisières-Pereire, c'est un écoquartier. Ici, l'originalité, elle est double. Elle est d'abord parce qu'on a posé une démarche écoquartier sur un quartier existant où on a rentré dans un périmètre de 47 hectares, ce qui est énorme, et on a pu démontrer ainsi, dans cette démarche d'écoquartier, que tout le travail qui est fait par les différents maires successifs, les équipes municipales successives sur ce quartier, pour plutôt le positiver. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et parallèlement, donc c'est une démarche qui a débuté en 2019. Aujourd'hui, on rentre dans la phase 4 de labellisation. Dans la labellisation écoquartier, vous avez 4 labels, 1, 2, 3, 4. Et là, on va rentrer dans le label 4. On a le comité des experts qui vient au mois de juillet nous auditer pour cette phase 4. La deuxième chose importante sur cet écoquartier, c'est qu'on a mis en place en 2019 un projet qui s'appelle le projet Axiome, autour de fondamentaux, qui est de dire si on est bien chez soi, on est bien dans l'espace public. Pour être bien chez soi, il faut être en harmonie avec son intérieur. Et quelque part, être en harmonie avec son intérieur, ça s'apprend aussi. Et donc, on a des ateliers d'apprentissage. Et on a commencé par un premier tiers-lieu, qui est un logement pédagogique, qui nous a mis à disposition en partenariat avec le partenaire social I3F. Et puis, deuxième tiers-lieu pédagogique, on dira, c'est la Maison des Projets, qui correspond plus à l'espace public, dans lequel également on fait des ateliers, les habitants se retrouvent. On a un deuxième pilier axiome, qui est le fait d'avoir des ambassadeurs du mieux vivre ensemble, et donc il y en a ici qui vont être présents tout à l'heure pour recevoir les communautés européennes. Alors justement, cette maison des projets, comment est-ce qu'elle accompagne ce processus d'écoquartier? Qu'est-ce qui est organisé ici? Alors dans la maison des projets, vous avez beaucoup d'ateliers, vous avez des expositions, vous avez des after-work, des discussions qui se passent, vous avez des gens du quartier qui donnent un peu de leur temps, un peu de leurs compétences au profit des autres. Il y a vraiment une grosse part de solidarité. C'est le but de ce projet Axiome, c'est un travail autour des solidarités et du développement durable. Et on fait beaucoup d'ateliers autour du développement durable et notamment des usages. En fait, ce qu'on veut démontrer ici sur ce quartier, c'est qu'il est possible de remettre de l'humain dans l'urbain. Bien, merci beaucoup, Paul Joly, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes maire adjoint de Saint-Germain-en-Laye. On écoute tout de suite une des réactions des délégations. My name is Annika. I'm from Germany, being a political educator at the House of Europe. Je m'appelle Annika et je viens d'Allemagne et je suis éducatrice politique à la Maison de l'Europe de Bad Marienberg. Je pense que d'après la présentation de ce district de Saint-Germain-en-Laye, appelé Bel Air, et la façon dont il fonctionne, on peut dire que c'est un modèle durable. C'est ce dont nous avons besoin à l'ère du réchauffement climatique et de la crise globale planétaire.
Vivre en ville devient de plus en plus difficile, mais quand j'écoute des idées à propos du verdissement général d'un quartier, en impliquant les habitants eux-mêmes, en les invitant à être plus participatifs, cela réchauffe mon cœur. J'espère réellement qu'avec des idées telles que celle-ci, nous pourrons affronter les difficultés et nous pourrons définitivement affronter l'avenir. Zone Europe sur Sensation. Depuis 10 siècles, la ferme de Galy est posée ici, entre la forêt de Marly et les collines de Saint-Cyr-l'École, cultivée d'abord par des moines, puis par des laboureurs et des maraîchers, des terres dont la mission a toujours été de nourrir les populations alentours du mieux possible. La ferme de Galy est devenue ensuite les fermes de Galy pour devenir une marque qui totalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros et qui défend une autre vision de l'agriculture. Je suis avec Bruno Gancel. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes responsable de la communication des fermes de Galy. Ces fermes ont aujourd'hui beaucoup évolué par rapport aux dernières années. Est-ce que vous pouvez nous parler des dernières évolutions de cette ferme de Galy ? Donc les fermes de Galy évoluent effectivement un petit peu tous les jours. On est sur nos fondamentaux qui sont des activités de production agricole. On est toujours agriculteur, producteur de grandes cultures blé et orge et puis de cultures spécialisées à la cueillette où on a une 60aine d'hectares de fruits, de fleurs et de légumes. Et à côté de ces activités de production, on a d'autres activités d'accueil du public dans nos différentes fermes pédagogiques. On en a 3 autour de Paris, donc celle où on se trouve ici à Saint-Cyr-l'École, une à Sartrouville et puis une ouverte plus récemment à Saint-Denis, Et puis on a bien évidemment d'autres activités de commerce à travers les différents magasins, le magasin de la ferme à Saint-Cyr-l'École ici, juste à côté, et puis le magasin qui se trouve à Feucherolles. Et dans ces magasins, on a des points de restauration qui sont des cafés, que l'on retrouve aussi bien à Feucherolles et à Saint-Cyr-l'École. Et on vient d'ouvrir, ça c'est la dernière nouveauté pour répondre précisément à votre question, à Saint-Cyr-l'École, une crêperie qui a ouvert il y a 8 jours. Alors différents produits proviennent de la ferme. Il y a des fruits, des légumes, des animaux aussi. Racontez-nous. Oui, il y a plein de produits. Alors à la cueillette, on retrouve uniquement des produits que l'on produit dans nos champs, puisque le principe, nous on cultive et puis le grand public vient et cueille quand c'est à maturité. Donc ils viennent cueillir dans nos champs, on ne peut pas faire plus direct que ça en termes de consommation. Et au magasin, il y a un certain nombre de produits qui viennent de nos productions à nous. Je pense au miel qui vient de nos ruches, à l'huile de colza ou l'huile de cameline qui vient des champs qu'on cultive dans le parc de Versailles, qui se trouve juste derrière nous. On a plein de légumes secs, des lentilles, du quinoa, du pois chiche, du jus de pomme qui est un des produits emblématiques de la maison. Et puis également les pommes et les poires que nous cultivons dans une autre ferme qui se situe dans le Val d'Oise à quelques kilomètres d'ici. Et puis dans le magasin, en termes de produits alimentaires, on a beaucoup de produits qui viennent directement de chez des collègues agriculteurs ou des petits transformateurs. On travaille beaucoup en circuit court. Qu'est-ce que c'est qu'un circuit court ? Un circuit court, c'est pas plus d'un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Et bien souvent, au niveau du magasin, si ce ne sont pas nos produits, nous sommes ce fameux intermédiaire, ce qui nous permet de travailler en circuit court. On est, encore une fois, agriculteur, on a une grosse appétence, une grosse attirance, une grosse passion pour ce métier. Et le fait de travailler en circuit court permet de savoir d'où viennent les produits, de connaître les producteurs et d'être sûr de ce que l'on vend. Alors vous avez accueilli les différentes délégations venues de toute l'Europe du projet GIRA. Qu'est-ce que vous leur avez montré en termes d'initiatives vertes que l'on fait ici dans les Yvelines ? J'ai essayé de leur expliquer un petit peu l'histoire de la maison ici, l'histoire des fermes de Galy, en leur montrant comment est-ce que les fermes de Galy est une entreprise innovante avec des fondations fortes, un métier d'agriculture, donc lié, alors agriculteur en zone périurbaine, à proximité immédiate de la ville, puisque quand ça roule bien, on met un quart d'heure, 20 minutes pour être à Paris. Et comment est-ce que, au fil du temps, c'est un processus qui a été long, comment est-ce que l'entreprise a évolué pour adapter ses produits et ses services, tant pour proposer
des produits alimentaires ou des produits végétaux en circuit court aux clients, aux consommateurs, et puis comment est-ce qu'on a apporté de nouveaux produits et de nouveaux services pour les accueillir chez nous, pour vivre une vraie expérience de nature à travers l'expérience qu'ils vont pouvoir vivre en venant récolter aujourd'hui les fraises, les courgettes et autres produits, ou en venant à la ferme ouverte et les enfants vont pouvoir faire eux-mêmes leur pain, extraire du miel, faire un atelier de jardinage, faire du beurre. Et donc j'ai essayé d'expliquer à ces délégations comment est-ce qu'au travers des 50 dernières années, et c'est un travail quotidien et qui perdure encore aujourd'hui, comment est-ce qu'au cours de ces 50 dernières années, les fermes de Galie ont développé des activités, des produits et des services autour de leur métier de base, qui est le métier d'agriculteur et producteur. Eh bien, merci beaucoup, Bruno Gancel, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le responsable de la communication des fermes de Galie. Et puis, on écoute tout de suite ce qu'en a pensé une des délégations. Bonjour, je m'appelle Georgios et je viens d'une île grecque, Rhodes. Rhodos, and the visit here in the farm was great. La visite à la ferme était géniale, riche en informations. Ça doit être réellement une expérience incroyable pour les enfants afin qu'ils comprennent d'où vient la nourriture sur la table et comment respecter la nature, en donnant, en prenant, en interagissant avec les animaux d'une façon vraiment durable. And interacting with the animals in a very sustainable way. Tout ce qui est sur la table y parvient grâce à un processus. Ce n'est pas juste acheter des choses au supermarché, tout est un organisme vivant. Everything is living organisms and it's what we are as humans. C'est ce que nous devons faire en tant qu'humains. C'est la meilleure façon d'avoir une réelle interaction avec la nature. Great interaction with nature in order for us to go a long way. Zone Europe sur Sensation. Autre exemple de circuit court, à présent, l'huilerie de la plaine de Versailles, une exploitation agricole dirigée par Christian Huber, producteur et transformateur de colza. Son modèle d'exploitation vise à préserver la terre avec une agriculture de conservation des sols, une agriculture de précision et une agriculture certifiée à haute valeur environnementale. On en parle tout de suite. Christian Huber, bonjour. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous dans Zone Europe. Alors, quelles sont les 4 principales valeurs de l'exploitation ? On est avant tout une exploitation de grande culture, on va dire typique du bassin parisien. Donc on produit du blé, du colza, de l'orge. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, j'ai à cœur de transformer cette production pour la rendre directement utilisable par mes voisins. Voilà, donc on est vraiment dans le cœur du circuit court. Et donc, année après année, on a pris à cœur de transformer chaque produit. Et cet élan, finalement, j'ai embarqué d'autres voisins. Donc aujourd'hui, on est une trentaine de producteurs sous le nom de Huilerie Plaine de Versailles pour valoriser finalement leur production de leur ferme. Et donc les valeurs de ce groupement, Huilerie Plaine de Versailles, donc il y en a 4. La première, on est production uniquement aux Yvelines, donc c'est notre département à l'ouest de Paris. On rémunère finalement les exploitants de manière équitable. Donc on paye un juste prix pour que les exploitants puissent vivre avec du fruit de leur travail. 4e point, on produit tout selon des méthodes vertueuses pour l'environnement. Alors, c'est ma définition, mais ça comprend plusieurs labels connus ou moins connus qui ont tous un côté positif pour l'environnement. Donc avec toi biologique, j'en viens pas, tout le monde le connaît. Mais avant d'être bio, il y a 3 années finalement de conversion. Donc c'est 3 années compliquées pour les producteurs. Donc on accompagne finalement ces producteurs de conversion vers l'agriculture biologique. Après, un autre système dans lequel on croit beaucoup, c'est tout ce qui est agriculture de conservation des sols. Donc c'est merveilleux pour l'environnement, c'est merveilleux pour l'érosion, pour le CO2, bref, ça a beaucoup d'autres vertus en complément de l'agriculture biologique. Et enfin, l'agriculture de précision aussi. Et il y a également l'agriculture de précision, voilà, qui est l'utilisation, on va dire, des moyens technologiques d'aujourd'hui pour écouter la plante, le sol, et pour éviter finalement de polluer. Et après, il y a tout ce qui est agriculture certifié via le HVE, haute valeur environnementale, ou l'ISO 14001, qui était un management d'environnement par progrès continu.
Alors l'ensemble de vos produits, vous les vendez principalement en circuit court ou ailleurs aussi en France? Alors tout est vendu à proximité, donc c'est essentiellement Yvelines ou Île-de-France. Donc il y a quelques sachets qui s'échappent de l'Île-de-France, mais l'objectif c'est vraiment de rester local. Après, donc on fait circuit court, donc directement au consommateur, où on passe également par des grossistes qui sont indispensables. Je vois notamment, on alimente les collèges des Yvelines. Il y a 110 collèges des Yvelines. Et donc, nous, producteurs, on n'a pas la capacité de livrer le même jour 110 collèges en même temps. Donc, on passe par des grossistes. Merci beaucoup, Christian Hubert, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes producteur à l'huilerie de la Plaine de Versailles. Et on écoute tout de suite une réaction d'une des délégations. Tout d'abord, mon nom est Sophia Malm et je viens de Suède. Je pense que nous avons fait ici notre meilleure visite car elle apporte de l'espoir grâce aux fermiers qui travaillent ensemble et qui ont modifié leur culture à cause du changement climatique, qui cultivent plus pour les hommes et moins de nourriture pour les animaux. Zone Europe, c'est terminé. Pour en savoir plus sur le projet Guira, ça se passe sur les réseaux sociaux de la Maison de l'Europe des Yvelines. Et vous pouvez revoir toutes les émissions sur le projet sur la chaîne YouTube de Radio Sensation. Très bonne soirée à tous. Zone Europe.